Ce que nous avons appris avant d'arriver en direct, c'est que l'Iran va partiellement fermer le détroit d'Ormuz. Quelle est l'action, quelle est la stratégie de l'armée iranienne concernant le détroit d'Ormuz? Eh bien, la marine iranienne, les gardiens de la révolution, effectuent des manœuvres avec des munitions réelles. Ils ont partiellement fermé le détroit d'Ormuz pour mener ces opérations et ils utilisent certaines des armes qui seraient employées contre les États-Unis ou toute personne qui leur serait liée, toute entité associée aux États-Unis dans la région du Golfe Persique. Parce qu'il faut garder à l'esprit, Nima, que toutes les dictatures familiales arabes du Golfe Persique sont des régimes despotiques. Il n'y a aucune liberté au Qatar pour dire quoi que ce soit sur le régime, et il n'y a aucune liberté aux Émirats. Il n'y a pas de liberté à Bahreïn. Et ces entités, qui accueillent également des bases américaines, et ces bases américaines, à l'heure où nous parlons, sont utilisées contre l'Iran pour préparer la guerre, n'auront aucune excuse si la guerre éclate. Elles ne peuvent pas prétendre être neutres. Elles seront complices d'une guerre d'agression. Elles ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Elles ne peuvent pas héberger des bases américaines. Laisser les Américains bombarder l'Iran et en même temps prétendre être amis avec l'Iran. Cela n'arrivera pas. Ainsi, les capacités de missiles iraniennes ne se limitent pas simplement à des missiles sol-sol à longue portée, comme ceux que nous avons vus utilisés pour frapper le régime israélien. Les capacités balistiques de l'Iran comprennent des missiles surface-mer, des missiles mer-mer, des missiles à courte portée, des missiles à moyenne portée, et bien sûr, des centaines de milliers de drones déployés pour frapper des cibles à travers la région du Golfe Persique et dans l'océan Indien. La puissance de feu iranienne est donc considérable et largement dispersée. La vulnérabilité des adversaires potentiels de l'Iran est extraordinaire. Ce n'est pas une région ordinaire du monde. Ce n'est pas une zone banale. Elle regorge d'installations pétrolières et gazières, de puits de pétrole et de gaz. Elle est pleine de raffineries, de ports destinés à l'exportation du pétrole et du gaz, ainsi qu'à l'importation de marchandises en provenance de l'Occident et de différentes régions du monde, grâce à toutes les richesses qui s'y sont accumulées. Et puis, il y a les navires et les pétroliers qui vont et viennent. Ensuite, il y a le détroit d'Ormuz. Le Golfe Persique lui-même n'est pas très large. L'Iran contrôle un côté et certaines îles au milieu. Et puis, il y a l'océan Indien. Avec les capacités de missiles et de drones dont dispose l'Iran, qu'ils soient lancés depuis la mer ou depuis la terre, l'économie mondiale serait dévastée et le prix de l'énergie s'envolerait. Et en plus de cela, Nima, quelque chose dont je parle rarement, c'est que ces petits régimes dépensent énormément d'argent parce qu'ils possèdent beaucoup de richesses. Beaucoup d'exportations provenant d'autres pays arrivent de manière disproportionnée dans cette partie du monde, donc cela prendrait fin. Cela écraserait l'économie mondiale. Et avec Trump qui est faible et vulnérable dans la situation actuelle, impopulaire, avec des gens opposés à la guerre aux États-Unis, on se retrouve avec une situation économique très difficile. Elle s'aggrave aux États-Unis. Et pour couronner le tout, il y a l'exposition de la classe Epstein au peuple américain. La dissimulation et la dissimulation continuent. Il n'aura donc pas de soutien populaire lorsqu'il s'engagera dans la guerre, et quand la douleur commencera à se faire sentir, les Américains n'aimeront pas cela. Ses propres partisans, environ 30%, seront les premiers à s'indigner lorsqu'ils perdront leur emploi.
Et puis nous avons vu aujourd'hui l'ayatollah Khamenei parler de couler des navires de guerre. Ce n'est pas une situation que quiconque de sensé aux États-Unis souhaiterait voir se transformer en conflit militaire. Mais encore une fois, Washington est contrôlé par la classe Epstein. C'est le régime Epstein. Et les gens autour de Trump, au Sénat et à la Chambre, sont des pro-israéliens avant tout. Ils ne se soucient pas des États-Unis, ni de l'économie mondiale, ni des économies européennes. Ils se soucient d'Israël. Tu es en sourdine, Nima. You're muted, Nima. Ouais, en fait, nous le sommes. You're still muted. Nous sommes toujours en sourdine. Oui. Vous m'entendez, professeur Marandi? Oui. Vous êtes en train d'assister à une sorte d'escalade sans précédent entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. Nous n'avons jamais vu une telle escalade auparavant. Vous savez, quand on voit 2 porte-avions, 15 destroyers dans la région, et qu'ils y amènent beaucoup d'armes. Et d'un autre côté, Donald Trump, qui, vous le savez, avait déclaré auparavant qu'il ne cherchait pas de changement de régime en Iran, a changé de rhétorique, disant que peut-être le changement de régime est la meilleure option. Quelle est la réaction des Iraniens face à ce type de revirement dans le discours? Passer de « pas de changement de régime » à « allons vers un changement de régime », puis à « préparons-nous à une nouvelle guerre au Moyen-Orient ». Quelle est la réponse iranienne à cela? Je veux simplement ajouter que c'est la position de toute la classe Epstein aux États-Unis. Ceux qui détestent Trump, comme le New York Times, quand il s'agit d'attaquer l'Iran, ils sont totalement pour. Le Washington Post aussi, ils sont tout à fait d'accord. Ils ne cessent de dire à quel point la situation est terrible en Iran et à quel point le soi-disant régime est malfaisant, qu'il tue des gens. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a un consensus. Ils veulent diaboliser l'Iran pour que les Américains ordinaires acceptent la guerre. Donc ils peuvent détester Trump, mais ils adorent la guerre. Ce n'est pas comme si c'était seulement une question liée à Trump. C'est la classe Epstein. C'est un régime contrôlé par cette classe particulière. Et je pense que la chose la plus importante à prendre en compte en ce moment, c'est que, même si les États-Unis sont divisés et que le peuple américain ne veut pas de guerre, il n'est pas satisfait de ce régime. Ils ne supportent pas la classe Epstein, aucune de ses composantes. Ils les méprisent tous, qu'ils soient démocrates ou républicains. Pour eux, c'est la même chose. Que ce soit le New York Times ou le Washington Post, Fox News ou MSNBC, c'est la même chose. Du côté iranien, nous avons vu 2 immenses rassemblements à travers le pays, le 12 janvier et le 11 février. Le 12 janvier, après les émeutes des 9 et 10, où 3117 personnes sont mortes, dont des centaines de policiers. Il s'agissait d'un complot lancé et exécuté par les services de renseignement américains et israéliens, probablement avec le MI6 et peut-être les Français. Nous le savons, grâce au secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a déclaré « Nous prévoyons de faire chuter la monnaie pour pousser les gens dans la rue. » Et puis nous avons vu Pompeo, le Mossad et les chaînes 13, 14 et 15 en Israël. Tous affirmaient que le Mossad était impliqué, que la CIA était impliquée et que des armes avaient été introduites par des agents étrangers et des services de renseignement pour tuer des centaines de policiers et de responsables de la sécurité. C'était donc une conspiration. Et à cette époque, Trump parlait d'attaquer l'Iran. Le 12 janvier, des millions de personnes sont descendues dans les rues, environ 3 millions à Téhéran. Et ensuite, les mêmes médias occidentaux, ces médias Epstein, ont essayé de dire que c'était de l'IA que c'était fabriqué. Mais il y avait des images d'hélicoptères au-dessus du rassemblement à Téhéran qui étaient incroyablement immenses. Ils ont dit que c'était IA, ce qui bien sûr était un mensonge. Mais ensuite, le 11 février, pour l'anniversaire de la Révolution, nous avons eu des rassemblements encore plus importants. C'est comme si les Iraniens disaient
Vous savez, même ceux qui n'étaient pas venus auparavant ont dit « Eh bien, cette fois, nous viendrons aussi, juste pour montrer à ces gens qu'ils ne peuvent pas nous effacer, ces Occidentaux, Musk et les médias occidentaux. » Heureusement, un plus grand nombre de journalistes occidentaux, régionaux et asiatiques étaient présents, donc ils n'ont pas pu le cacher. Le nombre de participants à Téhéran était environ 25% plus élevé que le 12 janvier. Ainsi, tandis que l'Occident, les États-Unis, est fragmenté, l'Iran est uni. Et comme nous en avons déjà parlé, il ne s'agit pas seulement de l'Iran, c'est tout l'axe de la résistance. Le Yémen est prêt pour la guerre et a renforcé ses capacités. La résistance en Irak est immense et ne s'est pas encore engagée. Ils mèneront une guerre existentielle. Et ensuite, l'axe à travers la région sera actif. Ce n'est donc pas quelque chose que les États-Unis, avec leur puissance aérienne, peuvent gérer. Il y a tout simplement trop d'acteurs, et sur le terrain, ils sont largement supérieurs en nombre. Un pays comme le Qatar, avec une population de 350 000 détenteurs de passeports, ne peut rien faire, pas plus que les Émirats et leurs élites corrompues. Les premiers à fuir seront les dirigeants de ces petites dictatures familiales arabes. Ils s'envoleront vers leurs villas en Europe et aux États-Unis. Pour l'Iran, ce sera donc une guerre existentielle. Pour les acteurs de la résistance, ce sera une guerre existentielle. Le peuple iranien est uni et nous pouvons voir quelle est la situation aux États-Unis. Quelle que soit la manière dont on l'envisage, cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis. Et cela ne se terminera certainement pas bien pour Trump. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question cependant. La question portait, professeur Marandi, sur la réponse iranienne aux États-Unis. Mais vous avez mentionné que, oui, vous y avez répondu. Mais laissez-moi expliquer quel est l'objectif, car nous avions l'Iran à la tête de, juste avant que vous ne posiez votre prochaine question. Ce que je peux dire, Nima, c'est que depuis la guerre de 12 jours, l'Iran se prépare. Et bien que je ne puisse pas entrer dans les détails, parce que je ne sais pas beaucoup de choses et je ne prétends pas tout savoir, je peux dire que l'Iran et les nations proches de l'Iran ont coopéré davantage qu'auparavant, avec des capacités de haute technologie et du matériel militaire que l'Iran ne produit pas ou pas à ce niveau. Par exemple, et cela n'est peut-être pas, vous savez, enfin, il y a beaucoup de choses différentes qui arrivent. Mais une chose qui est plus ou moins de notoriété publique maintenant, ce sont les hélicoptères qui ont été importés de Russie. Et il semble que ces armes soient très efficaces contre les drones. L'Iran a donc renforcé ses capacités de lutte contre les drones au cours des 11 ou 12 derniers mois. Toute guerre menée par les États-Unis serait très coûteuse et l'armée de l'air américaine serait très vulnérable. Une grande partie de ce conflit impliquerait des drones. C'est pourquoi les Iraniens travaillent à améliorer leurs moyens de les contrer. Et bien sûr, au cours des 4 années de guerre en Ukraine, les Russes ont accumulé beaucoup d'expérience. Bon nombre de ces capacités, ainsi que d'autres que possèdent les Russes et les Chinois, ont été intégrées à celles de l'Iran. L'Iran a acheté les armes, les systèmes et l'équipement dont il avait besoin. La peste. Et bien sûr, l'Iran modernise sa propre technologie. Ses capacités en matière de missiles figurent probablement parmi les 3 meilleures au monde, et il travaille sur la précision, les charges utiles et la manœuvrabilité. Cela va donc devenir plus difficile pour les adversaires de l'Iran, d'autant que celui-ci dispose désormais de la capacité de tirer des missiles depuis bien plus d'endroits qu'auparavant. Il aura beaucoup plus de marge de manœuvre que par le passé, ce qui renforce ses capacités. Ainsi, tandis que les Américains déploient leurs propres moyens, les Iraniens améliorent les leurs. Mais au bout du compte, Nima, comme je te l'ai dit, c'est une région très sensible, comme une boutique remplie de matériel extrêmement fragile.
sensitive hardware. And a fight in that shop can destroy everything. Une bagarre dans cette boutique pourrait tout détruire et causer d'énormes dégâts. Ces dégâts ne se limiteraient pas à la boutique. Ils provoqueraient une crise mondiale, du sud de l'Amérique latine au nord de l'Europe, de la pointe sud de l'Afrique jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Partout serait touché. Et tout le monde saurait que c'est Trump qui a provoqué cette crise. L'une des raisons pour lesquelles les Iraniens négocient, c'est que si Trump agit de manière sensée et raisonnable, un accord pourrait être conclu. Je ne dis pas que ce soit probable, car les Iraniens ont déclaré qu'ils n'allaient faire aucune concession sur les missiles ou leurs alliances, et qu'ils n'abandonneraient pas leur droit à enrichir de l'uranium. Mais la deuxième raison, c'est que les Iraniens veulent que la communauté internationale sache que si et quand cette catastrophe se produit, vous saurez qui blâmer. Vous saurez quel sénateur aux États-Unis appelait à la guerre. Vous saurez quel journaliste appelait à la guerre. Cherchez leurs noms. Gardez-les en mémoire. Vous saurez quel dirigeant politique appelait à la guerre. Quand vous perdrez vos emplois, quand vous perdrez vos maisons, quand vous ne serez plus en mesure de trouver les ressources nécessaires pour subvenir à vos besoins, alors vous commencerez à réfléchir à qui a provoqué cela. Les Iraniens négocient donc pour s'assurer que tout le monde sache qui est responsable de ce qui arrivera. En ce qui concerne la réponse iranienne, professeur Marandi, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que l'Iran réagirait différemment de ce qu'il a fait pendant la guerre de 12 jours. La stratégie des Iraniens a d'une certaine manière changé de façon radicale. Quels sont ces changements? Et comment l'Iran réagirait-il si les États-Unis commençaient à attaquer? Vont-ils se retenir et envisager une réponse mesurée ou frapper toutes les cibles de la région? Eh bien, ce sera une guerre totale, c'est certain. Mais ce dont nous parlions il y a quelques semaines, c'est qu'en menant cette manœuvre dans le détroit d'Ormuz, ils disent en réalité la même chose que nous répétons depuis des semaines. Il ne s'agira pas seulement de l'Iran et des États-Unis. L'Iran ne va pas simplement frapper leurs bases militaires, bombarder leurs avoirs ou attaquer leurs navires. L'Iran va s'assurer que toutes les entités du Golfe Persique qui ont collaboré avec les États-Unis en payent le prix. Ils sont tous complices. Ils ne peuvent pas prétendre le contraire. Et ces régimes, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ne dureront pas. Bahreïn ne durera pas. Aucun d'entre eux ne durera. Ils sont impopulaires. Ils sont minoritaires dans leur propre pays. Il y a des millions de travailleurs étrangers qui sont souvent traités comme des esclaves ou des serviteurs sous contrat, et cela en toute impunité. Cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis. Ce sera donc une guerre totale pour l'Iran. L'Iran frappera très fort dès le début, et toutes les options seront sur la table pour l'Iran. Il ne s'agira pas seulement de l'aspect militaire. Tout ce qui relève des intérêts des États-Unis sera une cible légitime. Absolument tout. Il n'est même pas nécessaire que cela appartienne aux États-Unis. Tout ce qui présente un intérêt pour les États-Unis, que ce soit dans le Caucase, le Golfe Persique ou la mer Rouge. Et il faut garder à l'esprit que le Yémen a mené une guerre de 7 semaines contre les États-Unis. Comment cela s'est-il terminé? Les États-Unis ont-ils gagné cette guerre ou ont-ils dû se retirer? Les capacités de l'Iran sont bien supérieures à celles du Yémen. Et cette fois, le Yémen fera également partie de la guerre. Et le Yémen d'aujourd'hui n'est pas le Yémen d'il y a un an. Ils se sont préparés. Tout le monde s'est préparé. Ce ne sont pas seulement les Américains qui apportent des armes et des ressources dans la région. Nos ressources sont déjà ici, car c'est notre terrain. Cela ne nous coûte pas grand-chose de tenir notre position, de faire face aux États-Unis dans notre propre voisinage. Mais pour eux,
Tout doit être acheminé à travers l'océan. Ils auront des coûts quotidiens. Et pendant que nous parlons, ce sont eux qui paient un prix énorme pour amener leurs ressources ici. Ils devront payer un prix énorme pour les maintenir ici, et ils devront payer un prix énorme pour les retirer, en fin de compte. Mais s'il y a la guerre, je ne pense même pas que ces coûts se compareront aux coûts économiques qui seront encourus. Il n'y aura absolument aucune comparaison.